De partout où vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Merci parce que la semaine passée, nous étions ensemble avec les chirurgiens dentistes de la RDC qui ont célébré leur journée internationale de la santé bucco-dentaire avec la participation du représentant de pays de l'OMS qui a soutenu tous les plaidoyers des chirurgiens dentistes pour sensibiliser. Oui, nous avions aussi invité son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Canada, mais il n'était pas là, il n'était pas disponible à ce moment. Merci pour vos appels, merci parce que ça s'est très bien passé, on a passé des très bons moments et on a sensibilisé sur la santé bucco-dentaire. Ce soir, nous revenons avec un tout nouveau sujet dans le domaine socio-humanitaire et là, pour en parler, vous connaissez la situation qui se vit partout dans le monde et même en RDC, le Covid-19, autrement appelé coronavirus. Et pour ce soir, nous recevons pour vous son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada et président du groupe des ambassadeurs de la francophonie que nous allons saluer. Excellence, nous vous saluons. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Excellence, comment vous allez? Nous vous présentons aussi nos meilleurs vœux. Merci, je vais très bien dans les circonstances. Évidemment, comme vous l'avez dit, on vit une crise mondiale qui se répercute sur tous les pays, y compris ici en RDC et au Canada. Donc, évidemment, tout le monde est très préoccupé, mais on essaie de tenir bon pour pouvoir répondre à cette situation critique. Comment le Canada vit le Covid-19? Quelle est la considération ou l'appréhension que le Canadien se fait de cette maladie ou épidémie? Oui, bien pour le Canada, comme pour toute la planète, c'est une pandémie qui a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Et actuellement, au Canada, on a plus d'1 millier de cas déjà dans tout le pays, dans toutes les provinces du Canada. Et ça progresse à une vitesse fulgurante. Donc au début, comme dans plusieurs pays, quand ça commence, on se dit bah, c'est pas très grave, c'est une petite grippe, c'est quelque chose. Mais ensuite, quand ça commence à s'installer et qu'on voit la progression de cette maladie, ça va à une vitesse fulgurante. Et on le voit aussi en Europe d'ailleurs. Quelles sont les précautions, les mesures de précaution que l'on doit avoir pour éviter la propagation de cette épidémie? Oui, bah, écoutez, je pense qu'il y a des mesures qui ont été partagées d'ailleurs ici au Congo par le ministère de la Santé et par l'Organisation mondiale de la santé, qu'il faut absolument suivre, hein, qui sont des mesures de prévention, comme vous le dites. Donc, déjà d'avoir une distance sociale, ce qu'on appelle la distanciation sociale entre les individus. Comme on a là tout de suite. Comme on a maintenant, on a 2 mètres qui nous séparent. Donc ça, c'est un point très important. Si vous avez des symptômes de fièvre, de toux, d'éternuement, il faut absolument rester à la maison, hein, ne pas sortir de la maison et contacter un médecin par téléphone ou à distance. Et le médecin pourra ensuite vous référer au système de santé, au système de la riposte en cas de besoin. Il faut tousser, ce qu'on appelle dans les gestes barrières. Il y a des gestes barrières fondamentaux. Par exemple, tousser dans son coude, non pas dans sa main. Puis après, sinon, vous allez donner la main à d'autres et vous allez partager le virus. Et aussi éviter de donner la main. Je sais qu'on est en francophonie. On est chaleureux, on veut se saluer. Eh bien, il faut absolument apprendre à avoir un peu plus de distance. Éviter de se donner la main, plutôt avoir des gestes de salutation à distance. Et aussi apprendre les gestes barrières qui empêchent le virus de se propager. Parce que ce virus, en fait, il se transmet par des gouttelettes de salive et aussi une aérolisation dans l'air. Donc, une seule personne dans une même pièce peut communiquer le virus à 35% de la pièce, s'il est porteur de ce virus. Donc, il se propage très facilement. On dit 3 fois plus que la grippe. Et il est 35 fois plus mortel que la grippe saisonnière. Là, on l'a lu dans votre tweet sur Twitter, hein, voilà, lors de la sensibilisation. Oui, et puis l'autre geste très important, se laver les mains. On en parle beaucoup. On est au bord de l'eau ici, donc vraiment, c'est important de se laver les mains. Je sais qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en eau. Ça peut être de l'eau, ça peut être du gel hydroalcoolique. Mais il faut absolument apprendre à se laver les mains pendant au moins 20 à 30 secondes. Et il faut que les enfants l'apprennent. Tout le monde doit l'apprendre. Parce que c'est une des manières de prévenir la propagation de ce virus. Se laver les mains, maintenir une distance, apprendre les gestes barrières et rester à la maison quand vous êtes malade. Surtout ne pas aller rencontrer des amis à l'extérieur. Excellence, juste une question. À quel moment le confinement devint important ou impératif dans le quotidien de ceux qui vivent
dans une période de crise, par exemple, du coronavirus? Ben alors, à partir du moment où il y a une transmission communautaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus seulement des cas importés, mais on a au niveau de Kinshasa, par exemple, et on le voit déjà, une transmission de personne à personne dans la communauté. À ce moment-là, ça devient vraiment très important de pouvoir se confiner pour éviter la propagation de la maladie. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC, ainsi que président du groupe des ambassadeurs de la francophonie en République démocratique du Congo. Beaucoup de téléspectateurs sont ravis de vous voir dans notre programme Genre et Volontariat et nous allons en profiter pour poser toutes nos questions parce que ce n'est pas chose facile pour vous avoir vu votre agenda toujours fourni en programme. Quel est le mandat du Canada en RDC? Alors, écoutez, c'est un mandat qui est très large. Comme ambassade, nous sommes très actifs sur les aspects diplomatiques et politiques, bien sûr. Nous avons été très actifs durant la crise politique pour favoriser la transition que nous avons vécue en RDC avec, bien sûr, nos partenaires de la société civile, les autres ambassades. Donc, il y a le volet politique qui est toujours un volet primordial pour un ambassadeur, mais aussi pour toute la mission diplomatique canadienne ici. Il y a également un volet développement et humanitaire. Vous savez qu'actuellement, en RDC, le Canada fournit à peu près 115 millions de dollars annuellement à la RDC. Et donc, ça inclut à la fois l'aide au développement et l'aide humanitaire. Et puis, il y a tout ce qui touche aussi les relations économiques, parce qu'en fait, au-delà du développement, il faut travailler à renforcer les échanges économiques entre nos pays. Et donc, c'est sûr que quand le pays était en crise, il n'y avait pas nécessairement un grand appétit du secteur privé d'investir ici. Mais on voit de plus en plus, en tout cas, on l'a vu avant la crise du coronavirus, là, c'est évident que pour l'instant, les choses sont un peu suspendues. Mais au plan économique, il y a beaucoup d'intérêt d'entreprises canadiennes d'être plus actives et plus présentes ici en RDC, dans plusieurs secteurs. Parce que traditionnellement, on a été beaucoup dans le secteur minier, mais maintenant, on veut se diversifier. Avec la grande conférence des miniers voilà, tout à au Canada, J'étais à Toronto il n'y a pas longtemps, PIDAC. Il y avait 29 000 participants, notamment des participants de la RDC. Mais au-delà du secteur minier, on va aller dans le domaine de l'énergie propre, l'énergie renouvelable. On a beaucoup d'expertise au Canada dans ces domaines-là. Dans le domaine de l'hydroélectricité, par exemple. Donc, tout ce qui est lié au changement climatique, à l'adaptation à travers des investissements privés pour contribuer à la sécurité économique du Congo. Donc, c'est un volet au niveau de l'ambassade qui est très diversifié. Évidemment, il y a le volet consulaire aussi, qui nous occupe beaucoup ces jours-ci avec la situation de Canadiens qui sont finalement, avec la fermeture de l'espace aérien, qui sont pris ici, qu'il faut maintenant rapatrier au Canada. Et donc, mais c'est un volet très multifacette et qui démontre de l'engagement du Canada pour le Congo. D'ailleurs, on a eu notre ministre du Développement international qui était ici il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, oui. Madame Karina Gould, l'honorable Karina Gould. Et elle a rencontré le président, elle a rencontré plusieurs ministres, elle est allée voir des projets, elle est allée dans l'Est, dans les zones de conflit. Elle a vu des camps de déplacés internes. Donc, ça démontre l'intérêt du Canada pour la RDC et l'engagement que nous avons sur tous ces plans. Nous vous avons vu très impliqué, surtout sur la question de l'Ebola. Oui. Vous étiez à l'est de la RDC et aujourd'hui, nous pouvons nous en féliciter. Il n'y a plus de nouveaux cas. La crise a été jugulée. Quel a été l'apport du Canada par rapport à cette lutte acharnée contre Ebola? Alors, justement, lors de la visite de la ministre Gould, elle a fait une annonce d'une contribution financière de 56 millions de dollars qui s'ajoutait déjà à des financements préexistants. Donc, il y a eu une contribution importante et en général, dans les crises humanitaires, on préfère travailler avec des organisations déjà bien installées qui sont très efficaces. Donc, je pense au CICR, par exemple, à l'Organisation mondiale de la santé, à l'UNICEF. On verse l'argent à ces organisations et c'est elles qui sont les mieux positionnées qui implémentent sur le terrain, faire la mise en œuvre sur le terrain. Mais on a aussi des épidémiologistes canadiens qui sont venus pour Ebola. On a des gens qui sont venus de l'Agence canadienne de la santé publique qui ont été déployés à Goma pour aider à faire à retracer les cas d'Ebola. Et puis, vous savez que le vaccin, ce qui a permis que cette épidémie soit contenue par rapport à ce qu'on avait vécu en Afrique de l'Ouest en 2014-2016,
c'est que en fait, on avait ce vaccin. C'est un vaccin qui a été développé à Winnipeg, au Canada, par des chercheurs de l'Agence canadienne de la santé publique, qui a ensuite été racheté par Merck. Mais ce vaccin était efficace à 97 %. Et il y a eu plus de 300 000 vaccinations ici en RDC. Donc, c'est grâce à cette campagne de vaccination des contacts, qu'on a fini par contenir cette épidémie, malgré la situation de conflit qui avait beaucoup retardé la progression de l'épidémie. Mais je pense qu'il y a des leçons apprises. Tout à fait. Je pense que pour la crise de COVID-19, de coronavirus, on doit apprendre de ce qu'on a fait ici au Congo sur l'Ebola. Et je dirais qu'actuellement, un des aspects les plus urgents, à mon avis, c'est de travailler avec les leaders communautaires pour que les gens comprennent l'importance de faire ces gestes de prévention dont on parlait tout à l'heure, que les gens comprennent l'ampleur de cet enjeu pour protéger la population congolaise, pour protéger l'économie congolaise et faire en sorte qu'on stabilise les choses. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, que vous soyez à Montréal, à Toronto, que vous soyez à Québec, que vous soyez ici en RDC, Bukungu, Ikela, Beni, Idjui, que vous soyez à 45 km de Bukavu à Walungu, que vous soyez à Lemba, Matete, à Kinshasa, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada et président du groupe des ambassadeurs de la francophonie en RDC. Mois de la femme, malgré que le Covid-19 a raflé la mise, mais la femme. Quel est l'accompagnement de tous les projets de la femme par l'ambassade du Canada ici en RDC? C'est vrai que c'est le mois de la femme et le mois de la francophonie. Le mois de mars était un mois très occupé pour nous. Tout à fait. D'ailleurs, la dernière activité publique que j'ai faite, c'était le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, ici à Kinshasa. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs juste après cette cérémonie que je suis tombé malade. Et donc, juste pour faire un aparté, dès que j'ai senti des symptômes qui pouvaient s'apparenter au coronavirus, je me suis mis en isolement ici à la résidence et je suis resté ici pendant tout le temps de la quarantaine. Mais c'est un acte louable parce que vous l'aviez dit, vous ne l'avez pas caché. Non, non. Donc c'était un devoir civique pour Absolument. Montrer l'exemple aussi. Montrer l'exemple. Montrer l'exemple comme leader, on doit montrer l'exemple à la communauté. Et donc, le 8 mars, on était très présents, on était très actifs. Le Canada a actuellement une politique étrangère et une politique de développement international féministe. Donc, ça veut dire que tous nos projets, plus de 90 % de nos investissements, travaillent à renforcer le pouvoir et le leadership des femmes dans les sociétés à travers le monde. Et ici au Congo, Dieu sait à quel point les femmes sont déjà très engagées, elles sont déjà très mobilisées, mais elles ont besoin d'un appui. Et les ambassades comme celle du Canada, mais aussi d'autres ambassades, nous sommes très soudés pour pouvoir donner cet appui aux femmes congolaises. Mais ce n'est pas seulement aux femmes congolaises. Souvent, on dit que le féminisme, c'est pour les femmes. En fait, à travers l'appui des femmes, c'est le développement de toute la communauté qui va se passer. Parce qu'on a compris avec le temps que plus on investit dans l'égalité des genres, plus on a des sociétés qui sont prospères et plus on a des sociétés qui sont stables. Donc c'est pour la stabilité du Congo et pour la prospérité du Congo qu'on investit aussi beaucoup sur l'égalité des genres. Il y a une question très préoccupante, les violences faites à la femme et à la jeune fille. Comment le Canada se positionne-t-il? Oui, alors nous, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on est très engagé depuis très longtemps, depuis 2006. Évidemment, il y a beaucoup eu de violences contre les femmes dans les situations de conflit armé. On pense à l'est du pays. Mais après, on s'est rendu compte aussi que les violences faites aux femmes, elles sont partout. Elles sont dans toutes les sociétés. Hein. Ce n'est pas propre à la RDC. Mais en RDC, on la trouve aussi bien à Kinshasa qu'ailleurs dans le pays. Donc avec le temps, on a eu des programmes d'appui aux survivantes de violences sexuelles, de violences basées sur le genre. Et au départ, on s'était concentré sur les provinces de l'Est, les Kivu, etc. Mais avec le temps, maintenant, on a un programme qui travaille ici à Kinshasa, qui travaille aussi dans les Kasaï, et qui permet en fait de fournir aux femmes tous les services dont elles ont besoin quand elles ont vécu cette expérience. Donc des services médicaux, sanitaires, juridiques, une clinique juridique pour les aider à poursuivre ceux qui ont perpétré ces crimes, une clinique aussi, un accompagnement socio-économique pour réapprendre à trouver des outils pour se réinsérer dans le tissu socio-économique.
et tout un travail de sensibilisation aussi, de communication. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à être en réaction à des problèmes, mais comme dans tous les cas, pour prévenir les violences basées sur les genres, pour aider les femmes, il faut travailler en amont sur la prévention. Et on a des campagnes qui ont déjà été lancées qui sont excellentes en ce sens. Nous avons vu aussi le Canada très impliqué en RDC sur la question de la mission de maintien de paix. Où en sommes-nous actuellement? Oui, actuellement, on a 9 soldats canadiens qui sont déployés au sein des forces de la MONUSCO. Mais ce sont des gens qui sont à des rangs très élevés. On a par exemple un colonel qui est responsable de toute la planification militaire de la MONUSCO, qui est basée à Goma. On a une équipe qui est chargée de la liaison entre la MONUSCO et les forces congolaises. Donc, c'est des gens qui sont... On n'est pas en grand nombre par rapport à d'autres pays, mais on est dans des rôles très stratégiques. Et pour nous, le maintien de la paix est extrêmement important. Et le travail de consolidation de la paix est un travail à longue haleine. Donc, il faut continuer à s'engager là-dedans. Il y a beaucoup de travail à en faire encore. Mais si on compare la RDC d'aujourd'hui à 1995 ou 1996, il y a quand même eu un progrès phénoménal. Donc, il faut reconnaître d'où on vient, voir un peu les limites de l'action actuelle, mais voir aussi comment on peut améliorer les choses. Et pour nous, pour revenir au point que vous faisiez sur l'égalité des genres, on veut absolument que les forces de maintien de la paix aient davantage de femmes dans leur contingent, parce qu'elles ont une relation différente avec les communautés. Et elles vont contribuer, elles vont être un facteur de stabilité aussi et de communication. Donc, on a adopté, au moment de la conférence de Vancouver sur le maintien de la paix en 2017, on a adopté un programme qui s'appelle l'initiative ELSI. Et dans le cadre de cette initiative, on soutient le déploiement de davantage de femmes dans les contingents qui sont déployés dans les pays en conflit, y compris ici en RDC. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC, ainsi que président du groupe des ambassadeurs de la francophonie en RDC. Nous y arrivons, la francophonie. Vous êtes le président du groupe des ambassadeurs de la francophonie. Ça fait déjà combien d'années? C'est un mandat d'1 an, donc ça fait déjà 1 an. Donc là, on est en train de voir qui va me succéder pour cette présidence. C'est un groupe d'ambassadeurs qui était, je dirais, un peu informel avant, il y a quelques années. Mais vous savez qu'avant d'être ambassadeur ici, j'étais fonctionnaire international, haut fonctionnaire international à la francophonie, au siège de l'organisation à Paris pendant 4 ans, presque 3 ans et demi. Et donc, je connais bien le mode de fonctionnement de la francophonie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais on est quand même dans le plus grand pays francophone du monde. Tout à fait. Avec entre 80 et 100 millions de personnes. Il y a plus de 22 ambassadeurs accrédités et résidents qui sont à Kinshasa. Il faut absolument qu'on se mobilise, qu'on agisse ensemble pour accompagner la RDC. On le fait tous de manière bilatérale, mais des fois, de manière multilatérale, on a encore plus d'impact. Et ce qui est intéressant de la francophonie, du groupe des ambassadeurs francophones, c'est qu'on a des ambassadeurs de tous les continents. Et donc, ça apporte une dimension nord-sud et ça permet un métissage et une approche différente des groupes géographiques traditionnels, le groupe africain, le groupe européen, le groupe nord-américain. Là, on a une approche plus métissée, plus diversifiée et ça apporte quelque chose de différent au Congo. Et par exemple, dans le cas du coronavirus, vendredi dernier, lors de la Journée internationale de la francophonie, ici même à la résidence canadienne et avec la déléguée générale à la francophonie, Madame Nefertiti Tshibala. Donc on a lancé un programme, on a lancé un appel aux jeunes, on a lancé un appel Alors, c'est Mme Nefertiti Tshibanga, je suis désolé pour la confusion des noms. Tout à fait. Deux figures politiques différentes. Tout à fait. Elle m'excusera. Tout à fait. Et donc, ensemble, elle et moi, nous avons lancé, au nom de la Délégation générale de la francophonie et du groupe des ambassadeurs francophones, un programme pour mobiliser les jeunes artistes, les jeunes créateurs congolais. Dieu sait à quel point il y a une créativité, une richesse de l'action culturelle ici au Congo. Mobiliser les acteurs culturels, les jeunes de 18 à 35 ans, pour faire comprendre à quel point il faut agir sur la lutte contre le coronavirus. Donc, on a lancé un appel en ligne. Je vous invite à aller
c'est la pause publicitaire peut-être de notre émission. Oui, oui. Je vous invite à aller sur la page Facebook du groupe des ambassadeurs francophones ou sur le compte Twitter du groupe des ambassadeurs francophones de RDC. Et nous avons lancé un concours qui donc va aller jusqu'au 20 avril prochain, du 20 mars au 20 avril prochain, pour que les jeunes puissent faire des petites vidéos d'1 minute 30 qui sont diffusées sur Facebook ou Twitter et qui, par la danse, par la musique, par la créativité, interpellent la population congolaise sur ce qu'il faut faire pour se protéger. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, éviter de tousser, enfin, de se protéger, les gestes barrières, la distance, etc. Mais il faut que ça passe par la culture, parce que la culture est un vecteur d'influence Très important, oui. important. Et donc ça, c'est une action concrète du groupe des ambassadeurs francophones que nous avons menée. Quand nous avons vu qu'on entrait dans cette phase très difficile, on s'est dit on va se mobiliser pour faire un concours. Et il y aura une remise de prix, c'est-à-dire qu'il y aura 3 lauréats, les meilleurs vidéastes qui ont fait les meilleures productions, vont présenter leurs productions sur les réseaux sociaux. On aura un jury composé du groupe des ambassadeurs et de plusieurs acteurs. Et on déterminera les 3 premiers prix. Et ensuite, on remettra les prix aux lauréats. Tout à fait. Quelle est la place des jeunes au sein de la francophonie? Et surtout les jeunes de la francophonie, surtout des pays d'Afrique, se sentent un peu délaissés parce qu'il y a un sérieux problème d'emploi, il y a un sérieux problème d'encadrement, il y a un sérieux problème dans leur avenir. Par exemple, vous, dans le groupe des ambassadeurs de la francophonie, comment vous analysez cette situation-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a un réel problème au sein des jeunes de la francophonie et notamment ceux de l'Afrique? C'est une excellente question. Je suis content que vous me la posiez parce que d'ailleurs, on a reçu au sein du groupe des ambassadeurs francophones le ministre de la Jeunesse pour nous expliquer sa vision pour l'appui à la jeunesse congolaise. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, la stratégie qui a été élaborée au niveau du ministère est une stratégie qui est basée sur un appui de la francophonie institutionnelle. Donc, il y a eu tout un travail en amont pour consulter les jeunes Congolais pour voir ce qu'ils voulaient voir comme action du ministère. Et le ministre, quand il est arrivé en fonction en septembre dernier, a pris à bras-le-corps ces enjeux et a cherché à avancer sur des solutions pour aider la jeunesse congolaise. Et on est en lien très étroit avec lui et avec les autres membres du gouvernement qui travaillent sur l'appui à la jeunesse. Mais je vais vous donner des exemples très concrets. Dans la francophonie, il y a plusieurs pays, dont le Canada, et ici au Congo d'ailleurs, où il y a de l'expertise sur l'entrepreneuriat. Parce que souvent, quand on pense aux jeunes, on pense aux problèmes d'emploi, d'accès à l'emploi. Il y a la formation, beaucoup veulent aller à l'université, mais même s'ils vont à l'université, après, il y a très peu de débouchés dans les secteurs formels pour l'emploi dans les pays comme la RDC, compte tenu de la situation économique. Tout à fait. Donc, l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, le démarrage de petites entreprises est un aspect très important pour mobiliser les jeunes sur des activités économiques qui vont permettre d'aider leur communauté et d'aider le pays à progresser, des jeunes femmes et des jeunes hommes d'ailleurs. Et donc, ça, c'est un aspect très concret. Il y a beaucoup de coachs sur l'entrepreneuriat, de spécialistes sur l'entrepreneuriat dans tous les pays francophones qui ne demandent qu'à venir au Congo pour travailler ensemble avec les spécialistes congolais et aider les jeunes à formaliser leur emploi, à démarrer leurs petites entreprises. Donc ça, c'est un exemple très important. Il y a aussi la mobilité internationale. Il y a l'accès aux études dans les pays francophones. Une préoccupation pour les jeunes, hein, surtout les bourses d'études, la formation continue. Tout à fait. Donc nous, au niveau de l'ambassade du Canada, on a une bourse de ce qu'on appelle une bourse de la francophonie pour des jeunes qui sont déjà aux études supérieures, à la maîtrise et au doctorat, pour aller au Canada étudier et ensuite revenir et ramener leur expertise ici au Congo. Et puis, il y a tout ce qui touche aussi au volontariat. Vous savez que la francophonie a un programme de volontariat international. Donc, il y a des jeunes Congolais qui partent du Congo, qui vont travailler dans d'autres pays de la francophonie. Ça peut être la Roumanie, ça peut être Haïti, ça peut être le Canada, ça peut être la Suisse. Et des jeunes de ces pays-là viennent ici aussi pour travailler sur des projets de volontariat. Donc, ça aussi, c'est un aspect intéressant de circulation internationale. Et il y a tout un appui aussi pour le volontariat national.
Donc là aussi, pour appuyer les jeunes ici qui veulent s'impliquer dans leur communauté. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation, d'un continent. Lorsqu'il est mis dans le travail et préparé pour la question de la jeune fille, elle vous préoccupe aussi? Absolument, tout à fait. Elle est au centre des programmes de développement que nous avons. Je parlais des violences basées sur le genre. Bon, évidemment, il y a la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes filles aussi. Et l'accès aux métiers techniques aussi, qui est une préoccupation. Et sortir des métiers traditionnels. Parce que souvent, quand on pense métier pour les jeunes filles, on pense à coiffure, couper-couture et tout ça. Je pense que les filles peuvent faire tout ce que les garçons font. Il faut sortir des schémas traditionnels. Et donc, de ce point de vue-là, j'encourage beaucoup l'activité des jeunes filles en sciences, par exemple, dans les mathématiques, dans tous les métiers qu'on juge étant réservés ou traditionnellement pensés comme étant ceux des hommes ou des garçons. Donc là, il y a tout un travail de changement de mentalité à faire. Et on travaille beaucoup sur des campagnes de sensibilisation avec des organisations avec lesquelles nous travaillons. Par exemple, avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, ou avec ONU Femmes. On a fait un vidéo qui a été très intéressant avec des dramaturges québécoises et congolaises. Une pièce de théâtre qui s'appelle Bongo Tetika. Bongo Tetika. Pas comme ça, arrête. Tout à fait. L'ambassadeur parle le lingala. Et donc, Bongo Tetika, ça permet de sensibiliser la population sur justement l'égalité des genres et toutes ces barrières qu'on met socialement pour freiner les femmes et les filles pour accéder dans des rôles de leadership. Et on a produit avec ONU Femmes une vidéo qui est traduite maintenant dans les 4 langues nationales d'ailleurs, pas seulement en lingala mais aussi en Chiluba, en Kikongo et en Swahili. C'est super. Et donc l'idée c'est de disséminer maintenant cette vidéo, ce film à l'échelle du Congo pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ces questions. Excellence, nous avons reçu la semaine passée dans l'un des programmes que je dirige, Data Market, un Congolais qui a reçu sa bourse de formation au Canada et aujourd'hui il a ouvert une grande clinique dentaire au Canada, Inès Clinique Dentale. Pourquoi cette question? De plus en plus des Congolais font, surtout des jeunes Congolais, font du Canada leur terre d'accueil au niveau professionnel, au niveau intégration sociale. Et à chaque fois, dans leurs propos, c'est intégrer les valeurs canadiennes. Ouais. Vous, en tant que Canadien, vous, en tant qu'ambassadeur du Canada en RDC, quelles sont ces valeurs canadiennes? Alors ça, c'est une excellente question également. Je pense que au Canada, vous savez, on est dans une société beaucoup plus, je dirais, qui est très égalitaire. Hein, vous savez, j'ai toujours été très surpris quand je suis allé travailler à la francophonie à Paris et ensuite quand je suis arrivé ici en Afrique centrale et au Congo, par la hiérarchie. Chez nous, même le Premier ministre, on peut dire « Bonjour Justin, comment ça va ?» Les relations sont très directes, très franches et sans hiérarchie, sans protocole. Et dans la diplomatie, c'est un monde très protocolaire. Donc là aussi, il faut apprendre les usages diplomatiques. Mais ce que je dirais, c'est que dans les valeurs canadiennes, il y a ce sens de la communauté, ce sens de l'égalité, du respect mutuel avec les autres. Un respect de la diversité culturelle aussi, pas seulement un respect, mais une valorisation de la diversité culturelle et du métissage. C'est-à-dire que le Canada est un pays d'immigration. On est 37 millions d'habitants aujourd'hui. Il y a des villes comme Toronto, par exemple, dont 50% de la population est née à l'étranger. Ah bon? En plus de ceux qui sont arrivés d'anciennes générations de migration. Donc, c'est une ville qui est une des plus diversifiées au monde. On voit ça à Montréal aussi, à Vancouver ou même à la campagne. Et ça fait que les Canadiens sont très ouverts à la diversité culturelle et très sensibles à ce que les autres cultures peuvent apporter pour enrichir la culture canadienne. Parce que la culture canadienne, en fait, c'est un mélange. Ce n'est pas une culture homogène au sens d'un État-nation traditionnel.
c'est un métissage qui s'est fait progressivement depuis toujours, en fait, depuis les premiers arrivants au 16e, 17e siècle. Donc, les valeurs canadiennes, c'est ça. C'est le respect mutuel, la tolérance à la diversité, la ponctualité. C'est sûr que, comme ambassadeur du Canada ici, j'arrive toujours pile à l'heure pour les événements. D'ailleurs, vous l'avez vu. Tout à fait. Et des fois, je suis là pour attendre 2, 3, 4 heures. Je dis, bon, ouais, alors quand même, quand est-ce qu'on va commencer? Donc, c'est des choses pour nous qui sont très importantes. Et je pense que ce qui fait que le tissu social canadien résiste bien à différents chocs qu'on a pu voir avec les situations d'instabilité dans le monde. On a pensé, bon, ça n'empêche pas qu'il y a du racisme dans tous les pays. Tout à fait. Il y en a aussi au Canada. Il y a eu une attaque par un groupe d'extrême droite contre une mosquée à Québec. Mais tout de suite, la communauté s'est mobilisée. Le maire s'est mobilisé, le premier ministre s'est mobilisé, le premier ministre fédéral s'est mobilisé. Et tout le monde est allé aider cette communauté à affronter cette tragédie. Donc, vous voyez qu'il y a des échanges qui sont très, très, très directs avec toutes les communautés. Il y a un métissage très positif. Et pour nous, comme le disait le premier ministre canadien, le très honorable Justin Trudeau, la diversité est une force pour le Canada. La diversité est une force pour le Canada. La diversité doit aussi être une force pour nous aussi en RDC. Excellence, nous avançons. Nous prenons notre dernier virage de nos échanges. Le temps passe vite. La société civile. Quel est l'apport de la société civile dans la communauté? Parce qu'on la voit lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'il y a l'instabilité politique, lorsqu'il y a des affrontements, c'est la société civile qui va toujours en avant. Quelle est la place que vous accordez à la société civile, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur? C'est une place fondamentale. Vous savez que dans notre programmation de développement, on essaie toujours d'équilibrer nos appuis entre les appuis à la société civile, au gouvernement, aux organisations internationales. Et ici, par exemple, au Congo, vous avez la chance d'avoir une société civile très dynamique. Et c'est d'ailleurs grâce à la société civile et la mobilisation nationale de la population qui a eu ce changement politique en décembre 2018. Et pour nous, le travail, nous avons fait un travail très, très rapproché avec la conférence des évêques catholiques, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, pour un travail de mobilisation. Nous avons eu un projet avec la CENCO depuis plusieurs années et une campagne d'éducation civique. Et à travers cette éducation civique, on a pu rejoindre 16 millions d'électeurs des élections de décembre 2018 sur les bonnes pratiques dans les élections, comment résister à la corruption, comment respecter les choix des uns et des autres, comment rejeter la violence, comment favoriser l'égalité des genres. Donc, c'est un exemple d'un travail très, très étroit qu'on a eu avec un acteur de la société civile qui est très, très fort ici, la CENCO, pour favoriser le changement positif au Congo. Mais on travaille aussi avec beaucoup d'autres acteurs de la société civile, des ONG qui sont présentes sur le territoire. La plupart du temps, quand il y a des projets, il y a souvent des organisations internationales, mais qui travaillent ensuite avec des ONG locales pour pouvoir apporter des services aux citoyens, des services qui ne sont pas livrés par le gouvernement congolais. Excellence, est-ce que cette situation du coronavirus ou Covid-19 doit nous inquiéter? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que, comment dire, on est encore au début de cette épidémie. En RDC, bon. En RDC, dans le monde, évidemment, on a vu la situation de la Chine en janvier, en particulier en février. On voit la situation maintenant en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne et au Canada, aux États-Unis. Donc, on voit que souvent, malheureusement, les gens n'ont pas pris au sérieux cette menace à temps. Ils se sont dit, bon, c'est pas très grave, ça touchera pas notre pays. Ici, il fait chaud, bon, on est dans les tropiques, c'est un truc du Nord. Ça... Et en fait, à chaque fois, il y a eu cette erreur. Ça a été l'erreur en Chine, ça a été l'erreur en Occident, ça a été l'erreur partout dans le monde de dire, c'est pas grave, on va attendre. Et en fait, le plus vite on prend des mesures pour agir, le plus vite on peut contenir ce virus. Et donc, à mon avis, je pense qu'il faut prendre la situation en Afrique en général et au Congo
en particulier, de manière très, très sérieuse. Ce qui me préoccupe beaucoup ici, c'est la faiblesse du système de santé. Et on essaye d'appuyer les autorités, on a des programmes d'appui, mais il y a quand même, si vous voulez, des difficultés à prendre en charge de larges pans de la population dans des situations critiques. Et si vous avez une épidémie qui prend de l'ampleur et qui vient mobiliser votre système de santé, tous les autres problèmes de santé ne seront pas adressés dans le système formel. Et donc là, vous risquez d'avoir non seulement des mortalités liées à l'épidémie, mais aussi à d'autres conditions médicales qui ne seront pas prises en charge par le système de santé. Donc moi, je suis très inquiet. Je pense qu'il faut être calme. Il faut regarder les choses froidement, factuellement. Il ne faut pas tomber non plus dans les rumeurs. Il y a beaucoup de la radio-trottoir qui circule, il y a beaucoup de bruit qui circule. Donc, il faut être très prudent, il faut aller chercher les faits scientifiques. Mais basé sur ces faits scientifiques, il faut agir. Et il faut agir rapidement. Et c'est pour ça qu'au niveau de la communauté internationale, au niveau du Canada, on appuie la présidence, on appuie le gouvernement congolais pour pouvoir répondre le plus vite possible à cette épidémie. Ça veut dire que la solidarité internationale s'impose actuellement. Tout à fait. Et comment cette solidarité internationale doit être coordonnée ou agencée? Alors, la particularité de cette crise, c'est que non seulement elle a lieu au Congo, mais elle a lieu partout dans le monde. Et c'est la première fois dans ma carrière que je vois ça. J'ai l'habitude d'être dans des situations critiques. Et on doit répondre à la situation critique au Congo, mais en même temps, c'est la crise chez moi. C'est la crise en Europe, c'est la crise ailleurs dans le monde. Donc, ça nous sort un peu de notre zone de confort habituelle parce que finalement, on doit trouver des nouvelles manières de travailler. Mais par rapport à la RDC, je pense qu'il y a un plan de riposte qui a été préparé par les équipes de la riposte sous le leadership du Dr Muyembe avec le ministère de la Santé et tous les ministères associés. Donc, je pense que ce plan de riposte est un plan qui est chiffré aujourd'hui entre 130 et 135 millions de dollars. Il faut apprendre des leçons d'Ebola. Il faut essayer d'aller très vite dans la mise en œuvre, dans la prévention et dans la sensibilisation. Je pense que le plus on pourra contenir cette épidémie au début, le mieux on va réussir. Si on attend trop et qu'on attend qu'on ait beaucoup de cas et de nombreux décès, il sera très, très difficile de rattraper la situation. La RDC peut encore attendre un geste du Canada comme par rapport à Ebola? Tout à fait. Le Premier ministre Trudeau a annoncé un appui de 50 millions de dollars au niveau mondial aux organisations comme l'OMS ou d'autres organisations multilatérales. Et ce sont ces organisations ensuite qui vont utiliser ces financements pour financer le plan de riposte au Congo. Un message aux Canadiens qui nous suivent, qui sont ici en RDC, qui suivent ce programme, qu'est-ce que vous pouvez leur passer comme message dans ce temps d'épidémie de Covid-19? Un message de solidarité. Je pense qu'on est tous dans une situation très difficile aujourd'hui. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de Canadiens qui sont confinés chez eux, qui sont isolés dans leur maison. Il y a beaucoup de personnes âgées, dont ma mère, par exemple, qui a 81 ans, qui sont seules, qui sont isolées à la maison. Donc, nous la saluons. Elle nous suit. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Et ce sont des situations terribles parce que c'est des gens qui sont déjà vulnérables et qui doivent rester seuls pendant de très longues périodes de temps. Et c'est très, très difficile. Donc, les Canadiens, actuellement, comme beaucoup d'autres dans le monde, font d'énormes sacrifices pour pouvoir empêcher la propagation de cette épidémie. Et vraiment, je félicite tous les Canadiens, notamment ceux d'origine congolaise, mais tous les autres aussi, de suivre les recommandations des autorités canadiennes pour prévenir la propagation du virus et ce qu'on appelle aplatir la courbe. Parce que ce qui est critique maintenant, c'est de faire en sorte que cette courbe épidémiologique ne monte pas trop haut pour ne pas submerger le système de santé. Donc, il faut absolument aplatir la courbe. Et c'est à travers ces actions de prévention qu'on peut le faire. Et ce qui est vrai au Canada est vrai au Congo. Et donc, dès maintenant, j'appelle tous les Congolaises et tous les Congolais à suivre les demandes de la présidence, du président de la République, du ministre de la Santé, du docteur Muyembe pour stopper cette épidémie.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un après coronavirus et que les choses ne seront pas les mêmes partout dans le monde? Je pense que oui. Je pense que, vous savez, beaucoup de gens sont à la maison, sont un peu en retrait de leur activité routinière, de leur travail. Ils travaillent à distance souvent quand ils peuvent travailler à distance. Télétravail? Et donc, il y a beaucoup de télétravail quand c'est possible. Donc, mais en même temps, il y a beaucoup d'introspection. Les gens dans cette période se posent des questions, se disent est-ce que le modèle qu'on a mis en place fonctionne vraiment? Est-ce que ce choc de pandémie vient nous réveiller par rapport à une configuration qui finalement doit être repensée? Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui associent cela au changement climatique et au comportement que les humains ont de consommer des animaux qui viennent de la brousse. Il y a peut-être des choses qu'on doit changer aussi dans nos habitudes alimentaires, dans nos manières de travailler, dans nos manières de commercer dans le monde. Réduire un peu l'impact sur la planète. Même dans notre manière de gérer notre environnement. Tout à fait. Donc je pense que à toute crise, il y a du bon, comme on dit. Il y a toujours quelque chose de positif dans une crise. Et je pense qu'il y aura peut-être une conscientisation plus forte sur ce qu'on doit changer pour répondre aussi à la crise climatique qui se poursuit malheureusement. Excellence, c'est une question qui me taraude la tête. Par exemple, à nos jeunes, nos adolescents, nos enfants, comment leur expliquer cette situation de coronavirus? Comment communiquer? Par où commencer? Parce qu'ils ne vont plus à l'école. Oui. Quel est le message? Parce que vous avez dû peut-être expliquer à vos enfants aussi. Hein? Oui, bon, moi, mes enfants sont plus grands, mais ils comprennent eux-mêmes. Là, j'ai ma fille qui est à Paris et mon fils qui est dans le sud de la France. Et donc, ils comprennent très bien, mais je pense que pour les enfants, il faut leur expliquer que c'est un virus qui donne une maladie, qui donne une pneumonie, en fait, hein, qui est très grave. Et c'est un virus que l'être humain ne connaît pas encore. Mm-hmm. Il vient des animaux. On ne sait pas exactement d'où exactement, si c'est de la chauve-souris ou du pangolin, de la chauve-souris directement ou à travers le pangolin et à travers la consommation de ces viandes ou d'autres choses. Mais c'est un virus que le corps humain ne connaît pas. Donc on est immunitairement naïf par rapport à ce virus. Donc c'est nouveau pour nous. C'est pour ça que tout le monde l'attrape. Et donc, je dirais aux enfants, faites très attention, lavez-vous les mains comme vous le pouvez. Soyez plus distants les uns des autres, ce n'est pas toujours évident. Mais il faut apprendre, il faut être ouvert au changement pour pouvoir surmonter cette épreuve. Excellence, un dernier message pour mettre fin à cet entretien. Nous savons que quand vous le permettrez, selon votre agenda, nous allons encore revenir. Oui, je vous remercie. Ben, écoutez, j'appelle tous les jeunes Congolaises et Congolais à participer à notre concours culturel. Hein, donc, je vous demande de faire un petit vidéo d'1 minute 30. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez le faire avec votre téléphone portable, avec votre ami, avec un peu de distance, au moins 2 mètres ou 1 mètre. Mais participez à ce concours de la francophonie qui était en ligne sur Facebook et Twitter et montrez ce que vous savez comme créativité culturelle. C'est le pays de la rumba ici. Tout à fait. Utilisez la musique pour faire passer les messages et pour Vous aimez la musique congolaise? J'adore la musique congolaise. donc, ça fait bientôt 3 ans que je suis ici et c'est vraiment Vous êtes Mwana Mboka. Tout à fait. Donc, tu es le fils du pays. Absolument, absolument, tout à fait. Maton Domingue. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Je pense que c'est un message d'espoir. On est dans un monde international, un univers qui est très sombre actuellement, mais il faut aussi voir l'aspect positif des choses. Et c'est la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous de faire en sorte de changer notre société, de changer les choses et de lutter contre cette épidémie de coronavirus. Très chers téléspectateurs, vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 pour suivre votre programme Genre et Volontariat. Suivez-nous à volonté sur tous les réseaux sociaux, plateformes internet liées à votre émission Genre et Volontariat. Et suivez aussi cette émission sur le compte Twitter de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Canada. Excellence, nous vous remercions. Merci infiniment. Maton Domingue, comme je disais. Maton Domingue. À la prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse.